Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer parce qu'on a un timing assez serré. Donc, merci d'avoir rejoint cet atelier qui est consacré à la thématique de l'intelligence artificielle. Et donc, on a 45 minutes là devant nous pour comprendre un peu comment le digital et l'intelligence artificielle peuvent être utilisés pour lutter contre les inondations et améliorer les réseaux d'assainissement. Donc, on va parler de tout cela pendant 30 minutes avec Yann Ezan, qui est business développeur chez Xylem. Bonjour. Bonjour Yann, et on se gardera ensuite 15 minutes pour toutes vos questions et remarques suite à ce que va nous présenter Yann. Alors, bonjour Yann. Donc, première question peut-être pour contextualiser un petit peu les choses et comprendre un peu votre démarche. Donc, le groupe Xylem, à travers sa marque BlueX, a développé des solutions digitales et d'intelligence artificielle pour optimiser la capacité des réseaux et éviter les débordements. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi ces solutions ont-elles été développées et à quels besoins ou problèmes finalement ces solutions répondent? Autrement dit, si moi je suis une collectivité, qu'est-ce qui m'amènerait un jour à frapper à votre porte et à m'intéresser à vos solutions pour ma ville, mon territoire? OK, très bien. Écoutez, on va pouvoir du coup démarrer en même temps la présentation. L'idée principale vient de la réflexion de comment réussir à bien identifier le problème. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de remontées d'informations et on le voit encore ces derniers jours avec les différentes inondations que traverse la France. Si on fait un peu une synthèse aujourd'hui de la problématique, le risque inondation, aujourd'hui, constitue la première menace naturelle en France. Elle représente à peu près environ 80% des coûts des catastrophes naturelles. Donc, c'est un point de vigilance haute qu'il faut avoir. Donc, le constat n'est plus à faire, il est réellement présent. On voit qu'au niveau des actions qui ont été déjà mises en place, il y a une amélioration, c'est-à-dire qu'on est passé de l'étape du constat à la mise en œuvre. Maintenant, c'est l'après. Et l'après est intéressant de l'identifier et de le comprendre. Donc, il y a déjà des cartographies qui ont été faites pour pouvoir identifier, réaliser des plans de gestion des risques d'inondation. Si on représente un peu sur la France, vous avez un peu cette représentation-là. C'est-à-dire qu'il y a des enjeux humains qui sont forcément à prendre avec une vigilance haute. Il y a des risques forts d'inondation en fonction des zones exposées. Certaines sont sans enjeu humain, et c'est déjà aussi intéressant de savoir et de le maîtriser. Et il peut aussi se poser la problématique cumulée d'une problématique de submersion liée aux vagues en complément du coup des inondations, des cours d'eau ou des réseaux. Si on fait un peu le point sur des chiffres clés, voilà, toute une espèce de synthèse là sur cette image. Un Français sur 4 est exposé au risque d'inondation. Et on a de plus en plus, alors là c'est un des exemples, des exemples en 2016, des exemples en 2010 avec Xynthia, des exemples en 2015 dans les Alpes-Maritimes, mais malheureusement on peut encore citer les exemples qu'on a aujourd'hui là dans le sud-ouest, là du côté de Tartas, il y a énormément d'inondations. Donc voilà, le point n'est plus à faire, la problématique inondation elle est réelle, elle est identifiée sur des débordements de réseau, maintenant il faut aller plus loin. Et pour aller plus loin, il faut avoir une notion aussi un peu des volumes et des difficultés que l'on rencontre. Donc, on peut essayer de classifier un peu ces pluies. On va avoir, comme vous l'avez sur ce diagramme-là, des pluies faibles, moyennes. Donc, jusqu'ici, le risque est plutôt, on va dire, enfin, la partie est encore maîtrisée. Et après, se pose la problématique à partir des pluies fortes à très fortes. Donc là, on arrive à quasiment du 50 mm. Et se pose la question du coup du stockage et des rejets. Bien évidemment, les bassins de stockage sont une très bonne solution. Maintenant, se pose la problématique de la quantité à anticiper, à prévoir. On voit que les inondations augmentent d'année en année. Est-ce qu'on va courir derrière la course à l'augmentation des bassins de stockage? Et ensuite, comment est-ce qu'on peut, dans le temps, essayer de limiter ou contrôler ce débit d'écoulement? Et alors, quand on parle des conditions plus catastrophiques, qui sont les plus extrêmes, là, il faut complètement organiser l'inondation temporaire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des zones où on sait qu'on peut se permettre d'inonder et d'autres où, du coup, ce n'est même pas pensable parce qu'il y a trop d'habitations, il y a des problématiques de risque humain. Voilà. Une fois que le constat est fait, il est intéressant, au final, voilà, de se rendre compte qu'aujourd'hui, 1 million de Français connaîtront des inondations fréquentes d'ici 2050. Et là, on se rend compte qu'il y a un niveau d'urgence et qu'il faut capitaliser sur les informations qu'on a du terrain, mais également avoir une meilleure compréhension et être capable d'interpréter les données, parce qu'aujourd'hui, c'est la course aux données, mais faut-il être encore capable de les analyser et de les comprendre, et d'ensuite de faire une utilisation, on va dire, dynamique de ces données et d'utiliser le mieux possible ces informations pour essayer de maîtriser son réseau. Et c'est ce vers quoi BlueX tend,
c'est de proposer des solutions digitales pour prendre l'actif et l'utiliser à son maximum d'efficacité. D'accord. Merci beaucoup. On a bien compris effectivement le constat initial. Donc justement, est-ce que maintenant, vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste cette fameuse solution BlueX? Alors, le principe va être assez basique, c'est déjà d'adapter la solution aux besoins. C'est-à-dire que le meilleur moyen, c'est de prendre connaissance déjà de l'existant et ensuite d'essayer d'adapter au mieux déjà cet existant. Donc, l'intention, c'est de contrôler le bassin versant urbain et d'améliorer du coup l'environnement tout en économisant l'argent des contribuables pour éviter éventuellement des constructions de bassins de stockage par précaution. Mais on se rend compte des fois que, si je prends un exemple assez simple, si une année, vous avez la place du village qui se fait inonder, la réflexion pourrait être simple et courte de se dire, OK, l'année prochaine, sous cette place-là, on fait un énorme bassin de stockage, mais en étudiant de façon un peu plus dynamique le comportement du réseau, on se rend compte que la problématique n'est pas forcément liée à cette place-là, mais c'est peut-être simplement par rapport à la gestion du réseau amont. Et c'est dans cette dynamique-là que l'on va donc nous analyser les informations et être capable d'optimiser au maximum la capacité de stockage du réseau et également des bassins de stockage. Donc, c'est une vraie notion de partenariat que l'on fait avec les exploitants des réseaux. C'est quelque chose qui se fait dans le temps et qu'on va développer en ayant la bonne compréhension de l'intégralité du réseau. Donc, nous, le but, c'est d'atteindre les objectifs de transformation numérique grâce à notre expertise approfondie sur le domaine de l'eau, de l'assainissement aussi, et donc du coup avoir une connaissance du système de l'eau dans son ensemble. Donc pour pouvoir identifier, voilà, c'est toujours intéressant déjà de se repositionner sur une carte. Donc on va parler donc du coup de la gestion de l'arrivée du pluvial sur une ville, mais également de la partie transport. Ça peut être sur des premières stations de pompage et des premiers bassins de stockage. Et après, on a aussi la difficulté qui peut être rencontrée aussi auprès des stations d'épuration, où il peut y avoir des débordements et donc, du coup, des réseaux qui viennent du coup à saturer et qui arrivent aussi en surabondance auprès des stations d'épuration. Donc, c'est vraiment cette vision globale que l'on va essayer d'optimiser. Sur le principe de fonctionnement, j'ai un petit ralentissement. Excusez-moi sur la présentation. Ça devrait accélérer. Petit bug d'affichage. Parce que la slide est toujours… On est toujours sur OK, la c'est bon. précédente. On y arrive. Pas de souci. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir l'implantation urbaine actuelle du réseau, en avoir une parfaite connaissance et d'en créer une copie numérique. Une fois que cette copie numérique du réseau est réalisée, on va être capable déjà de simuler les cas d'inondation déjà rencontrés, de façon à comprendre et à valider que le modèle numérique est parfaitement la copie exacte du modèle existant. Et ensuite, on va pouvoir pousser le curseur un peu plus loin, créer des inondations encore plus fortes, pousser le réseau à son maximum de capacité et en comprendre ses limites et être capable de les identifier. Et dans un second temps, une fois que le modèle est stabilisé et qu'on a peut-être éventuellement déjà apporté des améliorations, on va être capable de l'associer à une gestion dynamique des conditions météorologiques et donc du coup anticiper par les prévisions météorologiques une arrivée qui arrive de pluie sur l'ouest de la ville, offrir la plus grosse capacité de stockage sur l'est de la ville et renvoyer toutes ces eaux-là qui sont encore en attente de diffusion sur la partie est, de façon à s'octroyer la plus grosse capacité, réseau et bassin de stockage inclus. Le principe de fonctionnement est celui-là. Donc, on a différentes phases pour présenter ce principe-là. Donc là, on a l'exemple d'une ville. Il y a une phase de découverte. Donc, ça peut prendre entre 10 et 12 semaines pour analyser, collecter les données, identifier du coup les opportunités d'amélioration. Ensuite, on va passer sur une autre phase qui va donc être la partie, on va dire, la compréhension, bien comprendre le réseau, rassembler et acquérir des informations sur les données existantes et les connues et suivre en temps réel du coup aussi ce réseau. Donc, ça peut passer par la pose de capteurs complémentaires. Ensuite, on va donc du coup aller dans la prédiction, c'est-à-dire qu'on va créer ce modèle numérique-là et l'optimiser et essayer d'en tirer la meilleure capacité, ce qu'on évoquait déjà un petit peu tout à l'heure. Et ensuite, vous avez la dernière phase, qui est une phase plutôt d'action. Et là, c'est de mettre en corrélation le système avec l'intelligence artificielle qui est à l'intérieur du protocole BlueX et de l'associer avec les prévisions météorologiques pour en avoir un fonctionnement dynamique. Voilà un peu le principe. Donc après, on peut reprendre ces phases-là en détail. Alors, je ne sais pas si
si des questions arrivent déjà sur les premiers… On les prendra à la fin peut-être. Ok, d'accord. Je te laisserai commencer. Donc là, je continue sur la partie découverte. On analyse les modèles, on voit les cartes SIG, donc les cartographies du réseau. On essaye déjà d'en ressortir peut-être les premières informations. Dans la partie compréhension, ce qu'on évoquait tout à l'heure, là, vous avez une simulation de débordement de bassin qui est identifiée. Donc, on voit clairement que voilà, là, il y a une limite sur ce réseau-là qui a été modélisé. Et on se rend compte, par contre, qu'il y en a qui ont encore des capacités de stockage. Alors que du coup, par l'amont et par l'aval, on devrait normalement, de façon plus pertinente, optimiser cette capacité de stockage de façon à peut-être permettre à l'aval de digérer plus lentement, plus dans le temps. Et des fois, ça permet aussi de mettre en évidence des problématiques qui sont présentes sur le réseau. Là, on voit qu'il y a un débordement. Alors, ça peut être éventuellement des boues qui sont présentes, qui viennent du coup diminuer la capacité de stockage. Ça peut être aussi des rochers ou des cailloux qu'on peut retrouver à l'intérieur. C'est-à-dire que les réseaux pluviales drainent énormément de rejets. Et des fois, ça peut être aussi des colmatages liés à des lingettes, à des problématiques qui sont bien connues des gens qui gèrent les réseaux aujourd'hui. Donc voilà, ça permet de mettre en lumière les points rouges de vigilance et peut-être déjà de commencer à percevoir un début peut-être d'amélioration de la gestion de ce réseau. Donc voilà pour cette phase-là. Ensuite, on a encore un petit ralentissement. Je suis désolé pour ce contretemps. On va essayer de faire passer directement sur la slide d'après. Est-ce que ça veut bien basculer sur l'autre slide? Alors, j'ai encore un petit ralentissement de mon côté. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, donc le but c'est de prédire. Donc sur cette étape-là, c'est d'adapter la solution aux besoins. Donc une fois qu'on a fait cette copie numérique, on va donc du coup jouer sur les curseurs et aggraver encore les phénomènes météorologiques déjà enregistrés pour en connaître encore plus la limite et éventuellement comprendre son optimisation. Et le but après, alors de façon très schématisée, c'est ce que l'on peut avoir sur cette cartographie de réseau. On peut très bien avoir, voilà, moi, sur la partie nord-ouest de ma ville, j'ai un débit accru, j'ai besoin d'une capacité de stockage. On va sonder, donc, du coup, par le biais des différents capteurs, les autres bassins qui vont nous permettre, du coup, de voir s'il y a possibilité d'optimiser ou d'aider, du coup, la gestion de ce réseau. Donc là, on voit clairement que là, il n'y a plus de capacité de stockage sur ce point-là. En revanche, il y en a un qui est à moitié plein, ça peut être une opportunité intéressante. Et il y en a un qui nous dit clairement qu'il y a beaucoup de capacité, il n'y a aucun problème pour transférer. Donc, dans ces cas-là, on va réaliser un transfert et offrir la plus grosse capacité de stockage tout en ayant une gestion dynamique du réseau. Voilà le principe de fonctionnement. Merci beaucoup Yann, on a bien compris effectivement les différentes étapes de cette solution. Est-ce que maintenant, peut-être pour qu'on comprenne un petit peu comment tout ça fonctionne et s'applique sur le terrain et dans la vraie vie, si je peux dire, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner pour qu'on comprenne comment tout ça fonctionne en vrai? Ok, très bien. Alors c'est vrai que c'est une première aujourd'hui pour cet événement avec monréseau.fr de présenter cette technologie. Vous avez la primeur parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était des opérations qui avaient été réalisées plutôt sur le continent américain parce que historiquement, le BlueX venant de Chicago, le déploiement de cette technologie a été fait là. Donc aujourd'hui, voilà, par le biais de monréseau.fr, on vous fait la présentation, la première de cette technologie. Donc les cas que vous allez avoir sont beaucoup plus américains qu'européens, malheureusement. Mais avec grand plaisir de discuter d'opportunités avec différentes personnes au gré de ce forum. Donc, pour vous introduire des case studies, des cas de présentation, on a un cas à Kansas City, donc un historique qui a été fait. Donc là, vous avez la modélisation du réseau pluvial qui est identifié sur cette carte-là. Et on va du coup passer en revue les débits qui peuvent être mesurés. Donc là, c'est par nos capteurs et les capteurs également mesurés. Donc, on sait que, par exemple, au bout de 5 semaines de formation, on a enregistré 10 événements de surélévation, en tout cas de débordement. Et au fur et à mesure, du coup, dans le temps, on va enregistrer et essayer d'en comprendre son fonctionnement. Alors, c'est vrai que chaque réseau a sa spécificité, chaque réseau a sa façon de gérer. Et puis, il y a aussi les phénomènes météorologiques qui ne sont pas les mêmes partout. Il y a des saisons, d'autres ça va être plus étalé dans l'année. Et après, ça peut être des régions où il peut y avoir aussi des gros événements naturels comme des typhons ou autres, ou des ouragans. Donc voilà, tous ces phénomènes-là sont enregistrés de façon à créer une base de données, de façon à laisser après l'algorithme de l'intelligence artificielle en comprendre le fonctionnement et essayer déjà d'en ressortir les points rouges, comme on l'évoquait tout à l'heure. Donc, dans le cas de Kansas City,
il y a une économie de plus d'1 milliard d'euros, de dollars, pardon, qui a été réalisée parce que à l'époque de ce projet-là, il y avait un gros besoin d'améliorer le stockage de pluie. Il y avait des projets pharaoniques de construction de bassins de stockage un peu à droite et à gauche, un peu suite aux derniers événements climatiques qui leur avaient permis de mettre en lumière des endroits qui systématiquement se retrouvaient inondés. Donc, après la mise en place du système BlueX, on a pu optimiser déjà le réseau et ça leur a évité du coup d'aller construire ces bassins de stockage complémentaires. On a optimisé la gestion complète du réseau. Donc, il y a eu des passerelles avec des sites, avec des capteurs qui communiquaient entre eux, l'équilibrage des flux entre les bassins, c'est ce qu'on a vu un petit peu avant sur la précédente slide. Et du coup, en laissant du coup les bassins entre guillemets interagir entre eux sur la gestion du stockage et façon à optimiser, à créer des transferts, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle et de coordonner du coup ces différentes stations de pompage. Une vraie économie faite sur ce projet-là, qui est une vraie belle réalisation. Il y a un autre cas aussi qui est peut-être plus facile à comprendre, c'est l'exemple de San Francisco. Donc sur San Francisco, c'est assez simple. La ville est divisée en deux par une montagne. J'ai essayé de le simuler là, avec ce trait bleu-là. Donc soit ça part sur le versant droit, soit ça part sur le versant gauche. Maintenant, il faut gérer cette capacité de stockage avec des fois la problématique d'avoir peut-être des débordements peut-être plus d'un côté que de l'autre. Donc, l'idée, c'est d'avoir du coup cette parfaite connaissance du réseau. Donc là, vous avez soit effectivement précipitations qui vont à gauche ou à droite. Et on a ensuite, avec les différentes poses de capteurs, réussi à mettre en évidence les différents bassins de stockage que vous avez ici, là, les 3 cercles verts que vous avez là. Et une fois qu'on applique en fait cette dynamique, vous avez sur les bassins, on va l'avoir ici, voilà, des transferts qu'on peut faire des différents bassins de stockage, de façon à s'offrir et à optimiser et à remplir complètement le stockage. Alors, je ne sais pas si je peux prendre la main pour faire un focus sur l'écran comme ça. Dites-moi quand c'est bon pour vous. Hop, je vais essayer de reprendre. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Donc là, voilà, là, on voit que sur cette zone-là, ça, c'est une ligne jaune qui a été enregistrée par le système et qui permet de dire, là, on arrive sur une zone de débordement. On sait que les prévisions météorologiques vont normalement nous amener à avoir ce débordement. Donc, on sait qu'à partir de maintenant, c'est ce que vous avez sur ce diagramme-là, il faut enclencher un protocole de gestion du volume total des bassins et optimiser et répartir cette arrivée et ce flux de façon à s'offrir la plus grosse capacité de stockage. Donc, si on revient sur la partie présentation, je reviens voilà, dessus comme ça, vous allez l'avoir sur ces petites historiques ces diagrammes dessus. Voilà. Donc, après 18 mois, on a une réduction de 100% des débordements par temps sec qui a été enregistrée. Donc, on voit clairement voilà, la mise en place qui a été faite à partir de 2009 sur ce point-là. Ensuite, vous voyez une gestion complètement, presque nulle, voire même nulle de débordements par temps sec. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Déjà, dans un premier temps, déjà de s'assurer déjà la partie temps sec. Et ensuite, le but, c'est d'attaquer la partie temps pluvieux. C'est ce qu'on va retrouver sur les slides juste après. Voilà, donc là, vous avez les précipitations en bleu ciel et ensuite, vous avez le volume de débordements qui ont été enregistrés. Donc là, on voit qu'il y a une nette diminution. Je crois qu'on est de l'ordre de 75% de diminution des débordements liés au temps de pluie. Donc, on voit clairement que l'optimisation et la gestion complète dynamique des bassins offrent du coup des capacités de stockage suffisantes et permet du coup d'éviter les débordements des égouts. Et quand on entend le débordement des égouts, il faut aussi prendre des fois en compte des considérations environnementales. Et là, c'est la partie E. coli, donc les bactéries qu'on retrouve lorsqu'il y a des débordements dans les égouts. On a réduit de 55% du coup, le taux d'élévation de ces bactéries lorsqu'il y a des débordements dans les réseaux. C'est aussi un paramètre qui est intéressant à contrôler. C'est ce que l'on va retrouver après sur cette gestion dynamique-là. Vous avez les différents bassins qui sont symbolisés sur cet écran. Et on a donc du coup les points, là c'est les points de vigilance à avoir, vous avez les traits rouges là. Là on voit clairement qu'il va y avoir une capacité de stockage qui va être dépassée. Et on voit par contre d'autres ont encore de la place. Donc c'est toujours intéressant du coup de se dire, bah voilà, typiquement je peux étaler, je peux répartir. Donc vous avez cette gestion dynamique qui est là des bassins qui permet du coup de mutualiser en fait cet espace de stockage. Voilà pour l'exemple de San Francisco. Il me semble que j'avais encore un dernier exemple à vous présenter. Voilà, ça c'est l'exemple de Buffalo. Ce qui est intéressant, là, c'est que vous avez en fait la gestion large de la gestion du pluvial qui est ici. Donc, vous avez des bassins tampons de stockage. Et on voit que donc, le bassin là, du coup, ici, est complètement chargé. Donc, par contre, celui-ci offre encore une capacité de stockage intéressante. Donc, le but, c'est de pouvoir optimiser
et d'étaler cette arrivée, cette vague d'eau générée par les inondations, et d'étaler dans le temps de façon à avoir une diffusion lente. Donc, le principe est de pouvoir, par le jeu soit de pose de vannes, augmenter cette capacité de stockage, ou en tout cas de l'étaler. Donc, c'est ce que vous allez avoir ici. Voilà, ça c'est la création d'un de ces bassins qui a été faite. Et vous allez avoir après, sur la slide suivante, en modèle dynamique, la gestion du bassin avec le jeu des vannes. C'est ce que vous avez sur ce diagramme-là en orange. Là, c'est le volume en amont, le volume d'eau qui monte. Et on voit que donc, du coup, en fermant les vannes, donc là, vous avez les vannes en vert et en noir qui sont là. Là, vous avez la gestion, le volume d'eau en aval qui augmente très légèrement. Parce que voilà, on va optimiser ce stockage-là, on va complètement aller à la limite maximum de stockage. Et une fois qu'on arrive à cette limite de stockage-là, on va donc du coup laisser descendre doucement du coup le flux qui est entré, et de façon du coup à éviter les débordements et avoir une gestion complète dynamique de l'ensemble de ces bassins. Voilà pour ce case story de Buffalo. Peut-être que je me suis trompé, il doit m'en rester encore un autre cas. Oui, il me semble qu'il… Voilà, sauf qu'il reste un autre cas. On va laisser l'informatique avancer doucement. Je sais qu'il ne faut pas braquer. Ça devrait passer. Donc voilà, en tout cas, ça permet d'avoir cette gestion modélisée et cette gestion optimisée en faisant confiance du coup à l'intelligence artificielle pour l'incrémentation sur les réseaux. J'essaye de faire basculer sur la dernière slide, mais malheureusement, je crois que je suis en train de bloquer. On peut peut-être du coup anticiper sur quelques questions du coup. Ouais, alors moi je voulais te poser une dernière question, Yann. Si on se projette un peu dans l'avenir, parce que donc là, comme tu disais, c'est des exemples qui sont essentiellement américains. Voilà, ça s'est débloqué. Du coup, je ne sais pas si tu veux présenter. Non, mais vas-y, on va enchaîner. Non, je voulais savoir comment justement vous pensez développer cette solution en France. Est-ce que, quels sont les objectifs de Xylem en France et quels sont les challenges à relever, à votre avis, pour justement une projection sur le marché français? Mais aujourd'hui, en fait, c'est presque un appel à candidature. On profite effectivement de la plateforme de monréseaudeau.fr pour du coup faire cette première présentation, première approche et voir si potentiellement des collectivités seraient intéressées de voir ces phases d'études, de comprendre un peu plus notre système et travailler ensemble et se mettre autour d'une table et avoir la bonne compréhension des réseaux. Je sais que chaque réseau a ses spécificités, mais il y a quand même des troncs communs qui ressortent. Et avoir du coup cette gestion dynamique des réseaux, c'est certainement des choses qui peuvent être même déjà faites. Là, l'intérêt, c'est de l'optimiser et de laisser l'intelligence artificielle travailler sur des cas encore plus importants, des inondations historiquement peut-être enregistrées, et en comprendre la limitation, ou peut-être également voir jusqu'à quel niveau de charge on peut encore monter sans attendre qu'un événement catastrophique naturel se passe pour malheureusement constater les dégâts après coup. Donc, tout le monde est bienvenu. Okay, vous avez mes contacts. L'appel est lancé. Exactement. N'hésitez pas. Mais merci beaucoup, Yann, pour cette présentation très esthétique, je dois dire. Il nous reste, on a 4 minutes d'avance, mais on va peut-être commencer à prendre des questions. Sylvie, j'espère que vous avez retrouvé le son. J'espère que vous n'étiez pas la seule à ne plus rien entendre, enfin que vous étiez la seule. Alors, on a une question de Jean-Jacques Hérin sur le ruissellement rural. Parce qu'effectivement, là, on parle beaucoup de zones urbaines. Qu'en est-il du ruissellement rural? Est-ce que cette solution s'applique aussi à ce contexte-là? Alors, nous, on va principalement travailler sur les réseaux. Donc, c'est vrai que sur le ruissellement rural, c'est un paramètre à prendre en compte. Maintenant, il est peut-être plus diffus et plus difficile à mesurer. Les capteurs vont nous faire remonter les différentes informations. Maintenant, la gestion d'un volume de stockage va venir de son approvisionnement. Maintenant, si le ruissellement rural conduit après, avec une échelle de temps un peu étalée, à peut-être compléter les bassins de stockage, on peut donc du coup un peu l'intégrer et le comprendre. Maintenant, si c'est du diffus, c'est effectivement compliqué de pouvoir l'intégrer, en tout cas le simuler. Très bien. Merci pour cette réponse. On a une question sur la sédimentation dans les réseaux d'égouttage. Michael Antoine qui nous demande si on observe plus de sédimentation dans les réseaux d'égouttage après la mise en œuvre de la gestion dynamique. Alors, c'est vrai que c'est un point à prendre en compte, ne serait-ce que par rapport à la vitesse, les fameuses vitesses de sédimentation dans les bassins de stockage.
peut se poser effectivement la question de phase de nettoyage. C'est-à-dire que si vous avez des grands bassins de stockage et que du coup le volume est diffusé, du coup il y a une partie tampon, donc du coup les particules ont le temps de décanter, ont effectivement le temps de descendre. C'est intéressant de surveiller du coup les capacités de stockage. On peut le surveiller du coup avec les volumes qui sont générés. Si on se rend compte que les volumes de stockage diminuent, on peut donc du coup anticiper, en tout cas commencer à prévenir du coup un début de décantation et peut-être entamer sur des phases de temps sec, peut-être des phases de nettoyage sur ces bassins-là. Et c'est un point de vigilance effectivement qu'il faut avoir parce que lors d'événements majeurs, vous avez de la boue en fait qui est intégrée dans ces pluies forcément et peut du coup être amené, si le temps de stockage est trop long, à venir décanter et vous faire une formation, une couche en fond de bassin. C'est vrai que c'est un point de vigilance à avoir. Maintenant, par le biais des capteurs, on peut très bien, avec des capteurs de sonde piezo, mesurer la profondeur du bassin et contrôler s'il y a du dépôt déjà à l'intérieur. D'accord, très bien. On a aussi une question sur la nécessité d'utiliser un réseau séparatif, avec Baptiste Gautron qui nous dit « Cette modélisation implique une connaissance parfaite des réseaux. Un réseau séparatif est-il essentiel du coup pour appliquer votre modèle ?» Alors, il est essentiel dans le sens où ça serait idéal. Malheureusement, on sait que ce n'est pas toujours le cas sur le terrain. Maintenant, l'idée, c'est déjà d'avoir la capacité de maîtriser ce qui rentre dans le réseau. Est-ce que cette partie-là qui est sur un réseau séparatif ou pas, est-ce qu'on en a la parfaite connaissance en termes de réseau déjà? Ça permet du coup de peut-être aussi de mettre en lumière en disant voilà, j'ai tant de volume d'eau, tant de précipitations qui sont censées arriver, donc je devrais logiquement en déduire telle arrivée derrière de pluviale. Et ça permet des fois de se rendre compte que les réseaux ne sont pas forcément tous bien mis en fonctionnement séparatif. Donc, ça peut être un des éléments de mettre en lumière pour contrôler les volumes entrants et sortants. Maintenant, ça permet surtout d'avoir une gestion dynamique. Donc, l'intérêt, c'est si vous avez plus d'eau arrivée que le pluvial, parce qu'il y a un mélange qui est fait, il faut quand même éviter que ça déborde. Et ça permet du coup d'y participer de façon pérenne. Ça peut être un axe d'amélioration qui peut être établi dans les phases de découverte en disant, ben voilà, typiquement, aujourd'hui, on a cette combinaison des réseaux qui est faite, on en voit déjà les limites pour tel et tel type d'événement. C'est une option à retenir. Ça fait partie des axes d'amélioration des réseaux, tout à fait. Très bien. Alors, une question de Jean-Jacques Guérin. Alors, très direct. Quelles sont les plus-values techniques de ce modèle par rapport à la concurrence existante? Donc, voilà. L'intérêt, alors, c'est une grande question. Grande question, oui. On va passer du temps et plaisir du coup d'échanger peut-être sur des tables privées plus en détail, mais l'intérêt de cette dynamique-là, c'est qu'elle va venir aussi du groupe Xylem. Et c'est vrai qu'on n'a peut-être pas pris le temps, ce début de présentation, de rappeler un peu Xylem. Il faut savoir que c'est un groupe qui est composé de différentes marques. Et vous avez notamment à l'intérieur de ces marques, vous avez la marque Flight, qui est une des références sur la partie pompage. Vous avez également des parties traitement qui peuvent être faites avec les éléments de chez Vedeco. On va faire de la désinfection par l'ozone, par l'UV. Donc, le fait de passer par Xylem et donc du coup la marque BlueX, mais de rejoindre du coup l'aventure avec Xylem, ça vous permet d'avoir une vision globale. Ce qu'on va être capable effectivement de parler réseau, mais on va également être capable de parler de gestion de pompage, d'optimisation des plages de fonctionnement des pompes. On peut peut-être optimiser, changer les roues, faire des points de fonctionnement décalés. On peut du coup associer aussi la variation de vitesse sur des pompes. On a aujourd'hui des moteurs et des pompes qui sont équipés de moteurs synchrones avec des roues en photochrome qui permettent de lutter contre l'abrasion des roues suite à peut-être du sable ou de la terre présente dans les réseaux. Donc, l'avantage de passer par Xylem, c'est que vous allez avoir une vision globale et chacun à son niveau, en termes de marque au sein du groupe, à son niveau d'expertise. Et l'ensemble fait que vous avez une solution complète à votre portée avec un seul interlocuteur. Très bien, merci Yann. Effectivement, c'est une vaste question. Peut-être que vous pourrez développer tout ça en coulisses de ces matinales. J'enchaîne avec la question de François Degrelle qui nous demande si parmi les solutions envisagées, est-ce que des déconnexions des eaux pluviales du réseau d'assainissement peuvent être également modélisées et donc envisager l'opportunité d'une gestion à la source, tout ça en complément et ou en remplacement de celles qui ont été présentées. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense qu'il faudrait effectivement qu'on en détaille un peu plus sur le terme déconnexion. Si c'est du volontaire ou est-ce que c'est un test à faire. Donc voilà, je serais intéressé, à la limite, si on peut se garder juste en contact, je reviendrai vers vous pour répondre un peu plus en détail à cette question. Ouais. Ça m'intéresse de creuser.
D'accord, très bien. Alors, on a une question de Cyril Marin qui nous demande si cette méthode est réalisable sur des réseaux EP, les cours d'eau qui se mettent en charge très, très rapidement, comme dans les Alpes-Maritimes, par exemple. Ou est-ce que l'anticipation, des zones où l'anticipation des volumes peut se jouer sur 5 ou 10 minutes? Alors, c'est une bonne question hein, d'avoir déjà cette connaissance-là du volume entrant et d'en connaître déjà un petit peu ses fonctionnements. Aujourd'hui, la gestion est plus faite sur des réseaux parce qu'on peut plus facilement calculer des volumes de stockage, des volumes de marnage à l'intérieur de bassins. Après, si les modèles sont établis numériquement, il peut y avoir une transition à faire. Mais la capacité de stockage et cette gestion dynamique vient d'un environnement plutôt clos et donc plutôt sur une gestion de réseau. Mais ça pourrait être aussi effectivement intéressant d'analyser, de comprendre le cas en particulier et de voir si par le biais des différents capteurs, on peut déjà avoir un premier retour terrain et avoir rapidement ces informations qu'on pourrait intégrer dans l'intelligence artificielle. Ça peut être un complément en tout cas. D'accord. Et alors Cyril posait une deuxième question relative à notre territoire. Oui. Comment est modélisé le blocage ou la limitation de la vidange des réseaux EP par les coups de mer? Alors, c'est un paramètre effectivement que l'on peut prendre en compte. C'est-à-dire que vous avez, ce que je comprends, c'est que du coup, vous êtes proche de la mer et que j'imagine que du coup, les débordements ou les blocages peuvent être générés par la gestion des marées, au niveau d'eau des marées. On sait qu'aujourd'hui, il y a des limitations sur la partie gravitaire. Moi, j'ai le cas, je suis dans le sud-ouest. Il y a des cours d'eau effectivement qui sont sujets à des fluctuations en plus avec les coefficients de marée et que des fois, des conduites qui permettent du coup de faire des débordements ont du coup pas forcément la capacité à pousser. Ça peut être intéressant de s'apercevoir que sur des niveaux très hauts, la mise en place d'une pompe façon à pousser ou à essayer de forcer un peu cette sortie, ou peut-être à attendre le stockage. On sait que ça va être des coefficients de marée avec des fluctuations toutes les 6 heures. Donc peut-être à jouer sur le temps et du coup à essayer d'anticiper un peu plus un stockage en amont. C'est une dynamique à avoir. Mais on peut anticiper effectivement cette gestion-là. On l'a déjà fait avec des pompes flight sur des bassins du côté du bassin d'Arcachon, avec des gestions pluviales dynamiques avec des niveaux de marée montantes et descendantes. Et donc, du coup, être capable d'aller soit au-delà de forcer ou éventuellement d'aller décaler dans le temps la diffusion de ces rapports d'eau. C'est des choses qu'on peut analyser, qu'on peut maîtriser, simplement, même avec une échelle de temps. Toutes les 6 heures, on sait qu'il y a un cycle de marée. Et ça permet déjà d'avoir une gestion un peu plus dynamique de ces rejets. Ouais. Ok, parfait. On a juste une réaction de Frédéric qui nous disait que la modélisation devrait plutôt servir à organiser la déconnexion des EP du réseau. Voilà, donc je suppose que c'était en lien avec ce qu'on se disait tout à l'heure. Ça peut être, c'est ce qu'on évoquait déjà tout à l'heure, hein, c'est que les différents niveaux, vous avez vu, de phase de découverte, les phases de compréhension, de copie numérique, c'est une offre à tiroir. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément obligé d'aller jusqu'au bout de ce parcours-là. Le but, c'est de travailler ensemble et de vous donner les informations, qu'elles soient pérennes et utiles pour vous. Si vous, la gestion, la modélisation du modèle vous permet du coup d'en voir les limites et que ce niveau-là vous suffit de connaissances, très bien. Ça peut permettre simplement aussi de mettre en lumière des choses qui ne peuvent pas être visibles, ou en tout cas sur lesquelles on ne peut pas jouer sans attendre des événements de catastrophes naturelles. Donc, si cette modélisation-là est intéressante pour vous, ça peut déjà être simplement cette étape-là qui peut être intéressante à travailler ensemble. Ok. On a une question sur alors, la solution libre de Stormwater Management. Une question de Joanne Desbris qui nous demande comment on compare votre solution avec cette solution libre, par exemple Stormwater Management, quel est votre avis et comment on peut comparer tout ça? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que effectivement, si on va comparer un logiciel à un logiciel, ça va être sur des points techniques, ça va être sur des améliorations, sur des développements. Là, l'intérêt, c'est plutôt la vision globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va nous travailler sur la capacité de stockage en gestion dynamique des volumes, mais on va également peut-être revoir la partie pompage. On va également voir peut-être la forme des bassins. On va peut-être se rendre compte que la forme du bassin n'est peut-être pas optimum et qu'il favorise la décantation des boues, alors qu'il ne devrait pas l'être. Est-ce que ça nécessite de mettre des hydroéjecteurs pour nettoyer les fonds de bassin? Est-ce qu'il faut peut-être avoir une modélisation ou un suivi avec des sondes piezo parce que vous avez peut-être des poires de niveau qui sont perturbées avec l'arrivée du flux et que du coup, vous avez à un moment, votre gestion du volume n'est plus maîtrisée. Donc, c'est plutôt ce package-là complet qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que de par le groupe Xylem, vous avez
possibilité d'avoir différents interlocuteurs qui vont apporter leur expertise dans chacun des niveaux que vous pouvez, donc du coup, vous être amené à gérer, que ce soit le réseau, les pompes, la variation de vitesse ou peut-être ne serait-ce que la partie capteur ou mesure de pollution. Ok, merci beaucoup Yann. On n'a plus de questions. On va peut-être attendre un petit peu si jamais il y en a d'autres qui arrivent. De toute façon, donc, il y a des espaces de discussion où vous pourrez vous retrouver après l'atelier. Si jamais il y a d'autres questions qui vous viennent en tête ou d'autres remarques ou d'autres précisions, je pense que Yann sera ravi de vous répondre. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces espaces avant la plénière de fermeture à midi. Alors, on a une nouvelle question de Rémi, donc il nous demande si ce système que vous développez chez Xylem est-il simplement une aide à la décision ou est-ce qu'il y a une possibilité de gestion automatique des différentes vannes ou pompes du réseau? Alors, les deux, pour le coup. Voilà, on peut gérer des deux façons et on peut donc du coup après renvoyer un ordre de fonctionnement ou par de l'automatisme, parce que aussi chez Xylem, on a nos propres logiciels, enfin notre propre software d'automatisation et de gestion des parcs de pompage. Donc, tous ces éléments-là peuvent être fusionnés et interagir les uns avec les autres. Donc, c'est tout à fait possible, tout à fait. D'accord. Voilà Rémi, je pense que ça répond à votre question. Alors, une question de David Goss, qui nous demande si les réseaux actuels, d'après vous, sont suffisamment équipés en capteurs pour alimenter vos modèles. Est-ce qu'il y a un minimum pour commencer à utiliser vos solutions? Alors, effectivement, ce n'est pas facile de répondre que quel niveau, quelle quantité, quelle mesure vous en faites. Je dirais surtout, moi, c'est quelle interprétation vous en faites derrière. Parce qu'on voit de plus en plus, les gens ont énormément de data à gérer. Ça fait partie effectivement des évolutions de la gestion des réseaux, c'est d'avoir un maximum de retours d'informations terrain. Maintenant, faut-il en avoir la bonne compréhension et est-ce qu'ils sont réellement adaptés aux informations qui sont pertinentes. Donc, ça peut être, ça nous est déjà arrivé effectivement de faire des premières phases d'études avec le niveau actuel des clients qui avaient positionné différents capteurs. Après, nous, ça peut être intéressant de faire un complément parce qu'on va mesurer des informations peut-être complémentaires ou peut-être aborder d'autres points qui nous permettent de faire cette modélisation avec l'intelligence artificielle. Donc, voilà, il n'y a pas de bon niveau de capteur existant ou pas. Tout va dépendre du coup jusqu'à quel niveau on va faire monter le curseur. Est-ce que c'est simplement faire un constat? Est-ce que du coup on veut laisser l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on va aller au-delà et faire de la simulation de débordement de bassin? Donc le parc est déjà installé et forcément déjà très intéressant pour nous et en tout cas nous permet déjà d'avoir une base d'études. C'est arrivé des fois que l'on parte avec très très peu de capteurs. Donc c'est toujours intéressant déjà d'avoir une base de données qui permet déjà de comprendre le fonctionnement et peut-être déjà de lancer les premières simulations dans l'état et voir s'il nous manque des informations pour bien comprendre votre réseau et dans ces cas-là, peut-être poser quelques capteurs complémentaires. Merci beaucoup Yann. Il nous reste 4 minutes avant la plénière de clôture. Donc, s'il y a des questions, c'est maintenant ou jamais. Ou après, vous pouvez me contacter. Hein, oui, c'est vrai. Vous avez mes coordonnées. Vous avez les coordonnées d'Yann. N'hésitez pas, à l'occasion, si vous voulez rééchanger, avec grand plaisir de répondre à vos différentes questions ou comprendre un peu plus vos spécificités de terrain. Ok, Yann, est-ce qu'il y a des éléments peut-être que vous souhaitez ajouter pour conclure cet atelier? Il me semble que cette présentation-là sera en téléchargement accessible. Donc voilà, pour les personnes qui sont intéressées de revoir au format PDF, cette présentation-là pour essayer de se l'assimiler ou en comprendre ou peut-être en parler autour de vous, parce que vous n'êtes peut-être pas la personne directement en charge de ce genre de gestion de données ou de réseau. Si vous voulez la communiquer ou la partager autour de vous, surtout n'hésitez pas, avec grand plaisir du coup d'être en contact avec vos différents collaborateurs. Tout à fait, ce sera effectivement accessible en ligne, donc vous pourrez la consulter même après ces matinales. Bien, écoutez, je vous propose qu'on se quitte.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à cet atelier. J'espère que c'était instructif, clair et convaincant et que ça vous a inspiré et donné des idées pour la suite. En tout cas, c'était le but. Merci beaucoup à Yann pour cette présentation. Merci à toi. C'était vraiment très clair. Et voilà, j'espère que tout ça aura des suites en dehors de cette matinée. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Moi, je vous laisse donc aller à la plénière de clôture qui va un petit peu clore l'ensemble des débats et élargir un petit peu les perspectives. Donc, je vous encourage vraiment à assister à cette plénière. Voilà, et merci à tous ceux qui sont allés jusqu'au bout de tous ces ateliers. Et j'espère à bientôt. Voilà, merci encore Yann, merci à tous. Merci à tous. Allez, bonne journée. Bonne À journée. bientôt. Au revoir. Au revoir.